Rebonjour et merci de rester sur Vox pour suivre le talk, votre matin d'information. Crise au sein de l'UDHU qui, certains élus locaux et nationaux boycottent l'élection de Joseph Badiabio à la tête du parti élu à l'issue du congrès du 20 décembre dernier. Il qualifie ce congrès de pseudo-congrès et appelle à la tenue d'un congrès inclusif. Une seule question, est-ce que le parti de Guy-Brice Parfait-Koïla parviendra-t-il à surmonter cette crise interne et continuer sa marche politique? Pour répondre à cette question, nous recevons deux invités sur ce plateau. Ernest Dimi, journaliste politique au Patriote. Bonjour Ernest Dimi. Bonjour Sarah. Oui, face à vous, Sylvain Massengo, coordonnateur national de Brazzaville. Départemental de l'UDHU de Brazzaville. Brazzaville, voilà. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Avant de parler de la crise au sein de votre formation politique, les prêtres catholiques africains s'opposent à la célébration du mariage homosexuel tel que l'a dit le pape François dans un communiqué qui se dit favorable à la célébration du mariage homosexuel. Les communiqués de condamnation fusés de partout, du Congo, de la RDC, de la Côte d'Ivoire, mais aussi du Burkina Faso. Je vous invite à suivre ce reportage. Le Vatican a dans un communiqué intitulé Fiducia Supplicans, publié jeudi, tenté de désamorcer la vague de contestation suscitée par la bénédiction des couples homosexuels autorisés le 18 décembre. Pour le Saint-Siège, la bénédiction ne concerne que les couples en situation irrégulière, y compris les homosexuels. Pour tordre le cou à toute ambiguïté, le Vatican rappelle sa conception du mariage, une union exclusive, stable et insoluble entre un homme et une femme, naturellement ouverte à la génération d'enfants. Une ligne rouge pour l'Église catholique. Face à la grogne, les autorités de l'Église soulignent la nécessité d'un plus long temps de réflexion pastorale. Reste à savoir si cette sortie du Vatican va aider à calmer la grogne. Des fidèles ayant interprété la décision du 18 décembre comme une apologie de l'homosexualité. En première ligne, plusieurs conférences épiscopales en Afrique où les unions entre personnes de même sexe passent encore mal. Voilà. Ernest Dimi, là on assiste à deux églises, une église du Sud qui dit non à la célébration du mariage homosexuel et une église du Nord qui est favorable cette annonce du pape au départ qui était contre, aujourd'hui favorable. Les églises en Afrique qui s'opposent, il y a plusieurs communiqués, on a un RDC, au Congo, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, partout en Afrique, les prêtres disent non, le mariage c'est entre l'homme et la femme. Bien, je vais apporter un petit rectificatif, vous Oui. allez me le concéder. Oui. C'est le fait que il n'y a pas seulement que deux églises au sein de la même église, il y a plusieurs églises au sein de l'église catholique. Maintenant, même en Europe, c'est par courtoisie et autres considérations que les gens ne prennent pas les évêques, les abbés, en fait les clergés ne prennent pas officiellement position pour condamner, pour se désolidariser avec ses propos, oui. Voilà. En réalité, le pape vient de montrer en réalité, faut pas mâcher les mots, je ne parle pas du vrai visage de l'Église catholique, mais je parle de son vrai visage. D'être un homme au service des humains et non de Dieu. Pourquoi je le dis? Pourquoi? La Bible définit le mariage. Au commencement, était la parole, mais on dit que Adam était seul et Dieu a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Voilà la première perdition du pape. Quand Dieu envoie Ève à côté d'Adam, mais je ne vous croyais pas aussi croyant que Ernest Dimi. Sur là-bas, en dehors de la croyance, nous sommes des gens du monde. Oui. On côtoie les réalités, on étudie, on lit, on voit. Donc, après Adam et Ève ont eu des enfants qui ont fini par, selon la Bible, donner tout ce que nous avons aujourd'hui, en passant par Sodome et Gomorrhe. Mais vous savez que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe pour la même introduction de la bestialité parmi les humains. Comment pouvez-vous expliquer
que le pape, qui de manière naturelle serait l'autorité spirituelle terrestre de l'Église catholique, puisse tomber dans un tel travers, qu'il dise ouvertement qu'il n'est pas au service de Dieu, mais des forces occultes. On aurait compris. Et il n'imagine peut-être pas de l'amour du prochain, non. La même Bible sur laquelle le peuple s'appuie, quand il prêche, dit que quand ton bras gauche, c'est à cause de ton bras gauche que tu tombes, tu te débarrasses de ça, de ce bras. Alors, en voulant manifester la sympathie vers les couples homosexuels, l'Église catholique qui était jusque-là présentée comme garant de la morale chrétienne, par opposition aux petites églises là où il y a trop de dérapages, va représenter encore quoi? En fait, le peuple pourrait ne pas s'imaginer. On sait qu'il est aussi sous la pression des grands lobbies. Vous suivez mon regard. Oui. Les lobbies qui dirigent demandent en leur point de vue qu'ils veulent imposer. Puisqu'il y a l'obligation, selon eux, d'un nouvel ordre mondial. Mais Ernest Dimy, comment vous réagissez à la réaction des prêtres, des évêques en Afrique? Il y a circulé. D'ailleurs, l'archevêque de Brazzaville a condamné, a même dit aux abbés d'enseigner aux enfants au catéchisme que le mariage c'est entre un homme et une femme. Comment vous jugez cette réaction des Africains? C'est pas une affaire d'Africains. Je vous ai dit, même en Occident. Oui. C'est parce que les gens pratiquent une bonne partie de la censure dans les médias. Et je vous ai dit, ne croyez pas que les médias occidentaux que nous recevons ici, c'est les vrais médias qui font les médias que nous recevons sont les médias extérieurs, font la politique extérieure de l'Occident. Alors, quand vous êtes sur place, vous voyez qu'il y a des médias de proximité du genre Vox et autres de là-bas qui vous disent ce qu'ils ne montrent pas ici. Ce n'est pas toute l'Église catholique de l'Occident qui est d'accord avec le pape. C'est une partie. C'est une partie. Mais il faut aussi dire que le pape lui-même n'a pas la décision parce qu'il y a des grands lobbies qui sont derrière ça. Les lobbies des illuminés. Ensuite, c'est une décision à la limite, c'est un homme aux ordres. Le pape, à l'Occident, aujourd'hui, au grand lobby, c'est que, comment vous l'appelez, Guterres est aux Nations Unies il reçoit les injonctions des États-Unis et autres, au niveau des Nations Unies, Guterres, de la même façon que le pape reçoit le point de vue des Occidentaux. Moi, je ne voudrais pas qu'on s'étale sur certains passages. Je vais vous dire, aujourd'hui, on peut le dire, j'ai suivi, l'Afrique du Sud l'a dit, il se passe un génocide à Gaza. On est en train de massacrer les gens à Gaza. Mais au vu aussi de tout le monde, les médias occidentaux parlent en termes en termes du droit d'Israël de réagir, de riposter. Mais la riposte est proportionnelle. Mais comme la réaction d'Israël protège une partie des gens qui se prennent pour les victimes, et les médias occidentaux choisissent ce qu'ils donnent au reste du monde. Pour vous qui croyez encore en ces médias. Donc aujourd'hui, en Afrique, ce n'est que normal, ça montre que en Afrique, les gens peuvent paraître plus humains que ceux qui ont pris depuis l'Antiquité le toupet de donner les leçons au reste du monde, se présenter comme des civilisés. Puis c'est la Bible grâce à laquelle ils ont dominé l'Afrique et le reste du monde, interdit le mariage entre les hommes, les personnes de même sexe. Et eux qui sont chargés, qui ont utilisé la même Bible pour nous martyriser ici, marchent encore à l'encontre de cette même Bible. Madame, vous suivez comme nous. Les scandales qui se multiplient dans ces milieux sont être garants de la morale chrétienne, de la morale spirituelle mondiale. On parle de pédophilie. Tout un pape a démissionné parce que avant Benoît XVI, avant celui-là, François, il y a eu Benoît XVI. Mais c'est la condition dans laquelle Benoît XVI est parti parce qu'il avait trop de dérapages, il ne pouvait pas assumer ça vu sa culture et l'éducation qu'il a reçue. Voilà. L'Afrique aujourd'hui, c'est le berceau, non seulement le berceau de l'humanité, mais aussi c'est le berceau des valeurs. C'est vrai qu'ils existent, mais l'Afrique ne veut pas aller vers cette légalisation afin de protéger le modèle familial aujourd'hui. Je vous adresse la parole, M. Sylvain Massengo, votre réaction par rapport à ce sujet, justement. Ma réaction, c'est en bon négro, j'ai ma culture. En dehors de la culture, on nous a dit dans la Bible qu'on venait dire le frère Dimy, que le mariage, c'est entre l'homme et la femme.
et qu'aujourd'hui on nous dise non, homosexuel, ça c'est pour les blancs. Ou encore pas les blancs, mais c'est pas tous les blancs. Celui qui voudra bien. L'homme est l'homme. L'homme est l'homme. Je conclue comme ça. Merci beaucoup en tout cas pour votre réaction. On comprend. L'Afrique veut ce modèle traditionnel, biblique aussi, de la famille protégée. En fait, moi je l'ai toujours dit. Le drame de l'Afrique, c'est parce qu'il n'a pas eu la possibilité de codifier, c'est-à-dire de continuer sur écrit son modèle culturel. Les Occidentaux ont eu la chance de mettre leur culture sur écrit. C'est des codes. La Bible dit que tu ne tueras pas, non? Est-ce qu'on autorise de tuer chez les Bantous? Non. Tu ne voleras pas, non? C'est la même chose chez nous. Mais quand ils ont mis ça sous la forme écrite, ils nous emmènent en parlant de la civilisation. C'est comme si ici, on était des cannibales. Vous voyez? Donc aujourd'hui, l'Europe ou l'Occident montre ses limites. C'est une société aujourd'hui en perdition. En termes de valeur, c'est une société qui est en train en pleine déconfiture, au point où j'ai suivi en France, quelqu'un a parlé en réalité de l'ensauvagement de la société. Merci, merci beaucoup, Ernest Sadi. On aurait bien voulu avoir Albert Mianjukuta sur ce plateau. Oui, j'aurais bien voulu. C'est lui, le hebdomadaire catholique, le seul hebdomadaire catholique que nous avons ici au Congo. Bon, je ne sais pas s'il serait d'accord avec son pape. Non, je regrette. D'accord, merci beaucoup à vous deux pour votre réaction. Crise au sein de l'UDH Yuki, les élus, certains élus locaux et nationaux contestent l'élection de Joseph Badiabio, élu à la tête du parti à l'issue du congrès du 20 décembre dernier. Il qualifie ce congrès de frauduleux et exige la tenue d'un congrès inclusif. Ce feuilleton politique dure depuis le mois de juillet 2023. Une seule question, est-ce que le parti de Guy Parfait Kolela parviendra-t-il à surmonter cette crise et à continuer sa marche politique? Suivez ce reportage. Cette déclaration de l'UDH Yuki est une réaction à une réunion organisée par certains membres sans autorisation de la direction politique présidée par Joseph Badiabio, président élu au congrès du 20 décembre dernier. Ce bureau politique entend veiller au respect des textes qui régissent ce parti politique. Des éléments dissidents opposés à la direction établie de notre parti persistent dans l'organisation des réunions illégales et non conformes aux textes réglementaires du parti. Ces agissements sont hautement perturbateurs pour notre cohésion interne et porte à déstabiliser l'ordre public de notre pays. Pour prémunir le parti des agissements qui vont à l'encontre de la discipline du parti, le président national de l'UDH Yuki interdit l'organisation des réunions parallèles au siège du dit parti, sauf quand elles sont autorisées par lui-même. Désormais, toute activité non autorisée au sein du siège du parti est proscrite. Le bureau politique et son président, M. Joseph Badiabio, lance un avertissement solennel à toutes celles et ceux qui sont impliqués dans ces manœuvres illégales. Des mesures sévères pouvant aller jusqu'à la radiation seront prises à leur encontre. Après une longue période de turbulence et d'inactivité, depuis la disparition de son président fondateur Guy Parfait Kolela, l'heure devait être à l'unité et la cohésion, a précisé le porte-parole du président élu de l'UDH Yuki. Voilà, alors Sylvain Massingo, d'abord votre réaction par rapport au reportage que nous venons de suivre avant de vous poser la question. Pourquoi aujourd'hui? Dans un premier temps, au mois de juillet, il y a eu un congrès avorté qui n'est pas allé à son terme. Et le 20 décembre dernier, un congrès dont le choix a été porté sur Joseph Badiabio, président national aujourd'hui de l'UDH Yuki. Mais pourquoi les dissensions? Pourquoi vous contestez l'élection de Joseph Badiabio? Merci, madame. Vous dites l'UDH Yuki a tenu un congrès. L'UDH Yuki n'a pas encore tenu de congrès. L'UDH Yuki n'a pas encore tenu de congrès. Pourquoi? Alors, que s'est-il passé le 20 dernier? Oui. Simplement.
Il y a le congrès qui était celui du 10, qui devrait se terminer le 11. Le 10, on a nettoyé les textes fondamentaux, et le 11, il fallait élire le président. Et quand on arrive, il y a eu le président du présidium avait un penchant sur un candidat qui est Badiabio. Enfin, il a dit, il y avait 9 candidats qui s'étaient prononcés. Mais voici qu'il brandit dans la salle. Il dit, il n'y a que 6 candidats qui sont retenus. Et il y a eu la réaction. L'exclusion de 3 candidats. C'est là qu'est partie la... C'est là où est partie la crise. Donc, le congrès n'a pas été arrêté. Mais le congrès a été suspendu. Il a été suspendu le 11 juillet. Et dans cette suspension, il y a eu, on suspend le congrès le 11, le 16, c'est déjà des actes qui sortent, qui suspendent ceux qui étaient en repos en attente de la reprise des travaux. On a suspendu près de 10. Et je tiens à faire remarquer que dans les candidats, dans les 9 candidats, il y a 5 membres du bureau politique qui prétendent être président. Et 6 autres ne sont pas membres du bureau politique. Et les 5 membres les membres du bureau politique se constituent en un bloc pour écarter ceux qui ne sont pas au bureau politique. Pourquoi? Parce que ils ont raté déjà nos statuts. Dans nos statuts, jamais on a présenté les candidatures les dossiers des candidatures à l'élection avant le congrès. Mais ça se présente au congrès et dans le congrès. Ils ont commis la maladresse de déjà entrer en campagne avant le congrès. Et quand ils ont fait campagne, il y a eu un sondage d'opinion. Le sondage d'opinion remettait comme porté favori Toumi, qui n'est pas membre du bureau politique. C'est à ce moment que ces 5 membres du bureau politique se constituent en bloc pour écarter la candidature de Toumi. Enfin, il n'y a pas eu de congrès par la suite. Et je dis que l'UDH n'a pas tenu de congrès. Pourquoi? Mais que s'est-il passé le 20 décembre dernier? J'en arrive, madame. Donc, quand on s'est retiré en attendant que la reprise des travaux, les 5 membres du bureau politique, sous la houlette du président Ngouanou, qui assure l'intérim, ils se sont constitués pour convoquer un congrès parallèle. Un congrès parallèle en écartant, en épurant les congressistes qui n'étaient pas en faveur de leur option. Donc, sur 748 congressistes qui avaient commencé le congrès, ils en ont épuré 174. Et les 6 se sont constitués pour tenir un autre congrès. Et la date du 20 est arrivée. Ça nous est arrivé à l'oreille. Non, les 6, donc Badiabio, Moussodia, Bassindi, Kila, les 6 membres du bureau politique vont tenir leur congrès le 20. Je me suis dit, il faudrait que je m'oppose à cela. Donc, avec des frères, le coordinateur du Kouilou et du Poul, j'ai écrit au préfet pour m'opposer à ce congrès-là, à la tenue de ce congrès. Voilà ma signature. J'ai écrit au préfet le 10 et j'ai écrit au ministre de l'Intérieur le même jour. Voici les accusés de réception. Quand ils ont reçu ces correspondances, j'ai été appelé par le préfet de Brazzaville. Ça devait être le 12 ou le 13. Et j'ai été reçu par son directeur de cabinet parce que lui, il était pris. Et j'ai expliqué, j'ai apporté le pourquoi ce congrès ne pouvait pas se tenir. Parce qu'au fait, si le congrès était suspendu, ils étaient en mesure de convoquer un autre congrès. Mais le congrès avait été suspendu. Ils n'avaient plus donc droit de prendre d'autres actes qui vont modifier les actes précédents. Il fallait poursuivre le congrès, les travaux du congrès qui ont été suspendus au mois de juillet. Suspendus au mois de juillet. Malheureusement, ils ont pris des actes convoquant un nouveau congrès, nommant de nouvelles, le comité d'organisation. Vraiment, ils ont tout modifié jusqu'à réduire le nombre de congressistes.
Donc, ce n'était plus la poursuite des travaux. Madame, si vous voyez bien. Parce que la poursuite signifie ceux qui venaient de sortir reprennent les travaux en bonne et due forme. C'est comme si vous allez à Pointe-Noire, dans le parcours, il y a ce qu'on appelle pause pipi. Les gens sortent pour aller se soulager. Quand ils reviennent, non, le contrôleur il dit, ceux-là vous restez et on continue avec le reste. Non, on continue avec tout le monde jusqu'à bon port. Voilà. Ernest Dimi, un feuilleton, entendre Sylvain Massengo, une crise. Est-ce que ce parti va survivre à cette crise interne? Bon, moi, je ne voudrais pas parler de la malédiction des Kolela. Quand je le dis, je pèse mes mots. Parce que tout ça va suivre. Le MCDDI, avec la mort de Bakana Kolela, ce qui s'est passé, avec les mêmes parfaits, les Landry Kolela, la DRD, Mampouya, ouais. Et autres. Voilà que parfait qui reste au MCD avec son propre frère, alors crée aussi son propre parti, par la suite, après aussi des problèmes, et quand il meurt, malheureusement, on vit ce qu'on a vécu avec le parti que lui-même aussi a hérité de son père. Donc, sans être sociologue, expert en analyse politique ou politologue comme mon très cher Constant Yebara-Peya ou à l'époque Léon Justibombo. Alors, je crois que si on était dans des sociétés où les gens croient trop en des situations surnaturelles ou ésotériques, on allait parler qu'il y a un mauvais esprit qui s'agite dans ces milieux du point de vue des formations politiques. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quand on dit tel père, tel fils, c'est dans le bon sens. Dans le sens où dès qu'on voit, dit oui, ça c'est le fils d'un tel, voilà, son père a fait ça, lui il est en train de faire ça. Mais ce que nous voyons avec les Kolela, ce qui se passe au sein de l'UDHU, c'est la guerre des égos, parce qu'ils pouvaient bien Madame, mettre l'intérêt. En fait, la mort de Kolela, oui. Parfait, oui, a montré que, je l'ai déjà dit sur ce même plateau, a montré que, en réalité, Parfait Kolela n'était entouré que des mercenaires. Les mercenaires. Les mercenaires politiques. Et quand je le dis, je pèse bien mes mots, c'est parce que quand tu suis les gens, tout le monde se réclame de la mémoire des Kolela, de la continuité, et puis le parti s'appelle quoi? UDHU, qui ça veut dire quoi? Union des démocrates humanistes. Mais un démocrate, c'est d'abord un homme tolérant, un homme qui écoute, un homme qui comprend, un homme qui va vers l'autre quand l'autre ne comprend pas. Mais vous avez des gens qui s'agrippent sur des postures, alors qu'ils avaient même la médiation, qui est commandée par l'ancien ministre Mampouya, secondé par monsieur Miyuna. Tout ça, ça ne représente aujourd'hui plus rien. Alors, quand vous êtes dans ce contexte, c'est la guerre des égos. C'est la politique business qu'on voit jaillir pour ceux qui ont l'œil de bien regarder. Vous voyez? Si c'était rien que pour continuer, parce que Kolela avait dit, ça veut dire que d'aucuns disent, hein, c'est parce que Kolela avait dit battez-vous, bon. Voilà pourquoi on assiste. Ils se battent aujourd'hui. Ils se battent aujourd'hui. Alors que, ben, puisqu'il arrive, qu'on plaint qu'on assiste à des bagarres. En Pissa, j'ai fait déjà 2 reportages où il y a des bagarres. Au nom, le chef avait dit, battez-vous. Non, ça c'est une mauvaise interprétation. Voilà. Mais ça sort de vos propres milieux pour qui êtes membre du parti. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que dans la situation actuelle, étant donné que les combats à la guerre ou le clash a éclaté juste après la mort de Guy Brice Parfait Kolela en 2021. La succession notamment, la guerre de succession à qui va prendre la tête. Parce que les gens ont compris, effectivement, que le parti c'était de l'argent de la même façon que aussi certains apôtres auraient compris après la mort de Jésus qu'il fallait continuer avec la prière aussi. Parce que au-delà du fait qu'il y a des retombées spirituelles, il y a aussi quelque chose du genre Mabonza et autres. Alors quand ils ont compris, tout le monde voulait maintenant être chef.
chacun qui prend ses actes de manière unilatérale, alors qu'il y avait des instances. Ça, c'est au début du combat. Oui. C'est quand on va nous prendre des mesures pour lesquelles il n'a pas la décision. Lui-même, aujourd'hui, il a été déchu du parti de ses fonctions. C'est tout ça. C'est-à-dire, tant que les gens ne mettent pas de trahison, tant que les gens ne mettent pas de l'eau. Où va aller cette crise? Parce que les deux camps aujourd'hui, les deux camps maintiennent leur position. Aujourd'hui, vous avez bien que vous jugez que le Congrès n'était pas inclusif, il y a un président qui est là. Aujourd'hui, à combien de UDH-UKI? Je venais de vous dire que l'UDH-UKI n'a pas encore tenu de congrès. L'UDH-UKI n'a pas encore tenu de congrès. Pourquoi? Le 20, quand j'avais commencé par, j'ai écrit au ministre, j'ai écrit au préfet, et le ministre a convoqué le ministre de l'Intérieur. Pour l'élection de Joseph Badiabio. J'en arrive. Effectivement, j'en arrive. Oui, un peu de patience. Le ministre de l'Intérieur a convoqué tous les membres du bureau politique, le facilitateur, pour leur dire, le 20, ce fait-là, pour leur dire, il fait 11 heures, le ministre leur dit, tout votre bagage, je n'en veux plus. Retrouvez-vous tous. Vous n'écartez personne. Si les neuf... retrouver à l'interne, régler les problèmes en interne. En fait, elle a fait les familles sales en famille. Ouais. Retrouvez-vous. Je n'ai pas à me gérer dans vos problèmes. Vous avez vos statuts. Mais n'excluez personne. S'il y a 9 candidats, vous les prenez et les 748 congressistes se retrouvent en suivant vos textes pour tenir le congrès. Il fait 11 heures, le 20. Il fait 11 heures. Il sort de la salle. Il fait 12 heures. Le président Ouanou vient au palais de congrès parce qu'il y avait les congressistes qui étaient déjà là. Il leur dit, bon, le congrès est annulé, mais pour vos modalités de retour, rendez-vous en Pisa. Le siège du parti. Au siège du parti. Je dis, ben, le 20. Il fait déjà 12 heures, 13 heures. Les congressistes se retrouvent en Pisa. Donc, en attente de leur modalité de retour. Frais de retour. De retour. Mais maintenant, vers... L'argent et tout, quoi. Tout. Oui. Vers 16 heures, c'est Badiabio qui revient pour dire, retournez, repartez au palais de congrès. On nous a donné l'autorisation de tenir le congrès. Vous voyez un peu? Le ministre, à 11 heures dit, il annule le congrès. Retrouvez-vous pour un congrès. Parce qu'il fallait d'abord vous concerter. Oui, concerter à l'interne. Sous l'assistance de la facilitation. Oui. Et à 16 heures, c'est Badiabio qui revient pour dire, allez au palais, retournez au palais de congrès. On nous a autorisé la tenue du congrès. Qui allons nous obéir? Au ministre ou à celui qui a quelque part? Pour vous, qu'est-ce qui s'est passé? Mais pour nous, qu'est-ce qui s'est passé? Badiabio seul peut savoir qui lui a donné l'autorisation de lui tenir un congrès. Mais nous nous fions à ce que le ministre a dit. Retrouvez-vous sous l'auspice, sous l'assistance de la médiation et continuer la poursuite des travaux du congrès. Et donc, quand Badiabio arrive là-bas, il tient son congrès qui part de 16 heures à 2 heures du matin. Et là-dedans, parce que le premier jour, le 10, nous avons parce qu'au congrès, on importe à l'élection que le président du parti. Et le 10, il voulait à cette même occasion, qu'on puisse aussi élire le président du conseil consultatif. On a dit non, dans le congrès, on ne porte l'élection que sur le président du parti. Donc le 10, on avait enlevé ça. Les 3 vice-présidents, le 10, on avait enlevé. Mais lui, quand il tient son congrès, il va élire le président du conseil consultatif national. C'est déjà donc hors statut du parti. Et quand il tient son congrès, il est seul. Quelque part, on dit, non, ils étaient, les 6 candidats étaient là, les autres étaient déclarés absents. Mais on a vu dans cette salle-là, vers les 16h, 18h, les 3 autres, les 4 autres ont dit non, c'est pas un congrès valable. Les Moussoudia et tout sont montés au congrès là pour dire, nous ne voulons pas de ce congrès. Ceux qui disent qu'ils étaient absents, non, ils ont réagi pour dire que nous ne sommes pas de ton option. Ouais, et les 300 et quelques congressistes ont voté tous pour
Badiabio, ce qui signifie que c'était son congrès constitutif d'un parti en création. Et nous avons les logos. Et il nous a présenté le logo. Ngouanou nous a présenté une fois le logo qui a d'un côté la cloche et de l'autre le caïman. L'UDH-UQ a combien de têtes? C'est vrai que vous dites que l'UDH-UQ n'a pas tenu de congrès, mais il y a un président qui est là, issu, un président élu qui est là, qui dirige. Je dis que Badiabio a tenu un congrès constitutif de son nouveau parti. Mais sous le label de l'UDH. Et il a profité de ça. Il a profité de ça. Vous savez qu'au stade actuel, oui. Je crois qu'il faudrait plutôt... Est-ce que les deux partis aujourd'hui, c'est vrai que les deux partis, hein, les partis UDH-UQ, hein, les tendances, campent sur leur position, est-ce qu'ils pourront se retrouver pour trouver un consensus pour régler cette crise? Oui, c'est possible. Oui. Parce que j'ai des preuves. Oui. Allez-y. Vous avez ici une lettre signée de Pascal Ngouanou. Nous sommes le 22 septembre 2021. Il dit ceci. Il m'a été signalé la présence d'une prétendue délégation de la direction nationale du parti qui sillonne les différentes structures du parti des départements et communes du pays depuis quelques jours, dont la mission n'a pas été ordonnée et financée par la direction nationale du parti. Cette démarche nous paraît être une sédition et une trahison manifeste contre la volonté des idéaux de notre président fondateur du parti. Par conséquent, toute collaboration avec cette délégation sera considérée comme une participation à un complot orchestré contre le parti. Je vous invite à la vigilance car la survie du parti en dépend. Qu'est-ce qui s'est passé? On est à la date... Est-ce que vous êtes conscient, vous allez poursuivre évidemment, vous êtes conscient que cette crise, cette tension interne au sein même de votre parti fragilise le parti, vous êtes en train de mettre en péril même le parti créé par Guy Brice Parfait Kolela? Ouais, être conscient que ça se fragilise pas tellement. Parce que, en somme, ça refait naître, ça donne à nos militants comment fonctionne un parti. Moi, j'ai un avis contraire. Je crois que dans cette situation, il faut sortir de l'émotion et il faut sortir des calculs politiciens. Vous voyez, vous ne pouvez pas dire que la situation qui se présente ne fragilise pas l'UDH. Je vous donne juste un exemple. L'UDH qui est sorti du Sénat, non? Quand Kolela quitte ce monde, il laisse l'UDH qui est au Sénat, en dehors de l'Assemblée nationale. Mais à cause des problèmes que vous avez créés au sein de votre parti, voilà l'UDH qui sort du Sénat. Et moi, je ne suis pas prophète, mais je crois, dans l'allure où ça va, au prochain législatif, il faut craindre que vous diminuiez le nombre des élus si vous ne sortez pas de l'Assemblée nationale. Donc, il n'est pas question ici de donner des garanties pour une situation fragilisante que tout le monde observe de l'extérieur, sauf vous qui êtes à l'intérieur. Nous, en tant qu'observateurs, je suis l'UDH depuis sa création, je crois que c'est en 2017. Vous voyez? Alors, il y a eu un temps qu'on peut dire de grande ampleur ou de grande envergure, au point où le président Kolela s'était permis un jour de se présenter comme le vrai chef de file de l'opposition sur les médias. Et la question, je lui avais posée à son âme au cours d'une conférence de presse. Oui. Est-ce que leur attitude des deux camps, aujourd'hui, les deux tendances aujourd'hui, est-ce qu'ils trahissent les idéaux même de Guy Brice Parfait? Bon, avant d'abord de trahir les idéaux de Guy Brice Parfait Kolela, il faut les comprendre. Est-ce qu'ils ont compris Kolela? Je ne crois pas. Ils n'ont pas compris les ambitions qu'avait Kolela. Parce que s'ils avaient compris, on n'aurait pas vécu ça. Parce que nous étions dans une histoire où, pendant que le cadavre de Kolela est encore en train de se momifier, pendant des mois et des mois, en France, vous avez des gens qui se battaient à Brazzaville ici pour devenir président. Mais voilà pourquoi je voulais vous expliquer. C'est pas fini. Mais attendez, on revient. Oui. Donc, Kolela n'était pas seulement mal accompagné, mais il était très mal accompagné et il était seul. Et s'il le savait de son vivant, s'il le savait, il n'aurait pas eu certaines personnes à ses côtés. Je ne sais pas. Vous qui étiez avec parfois M. Massengo et les autres qui étaient avec lui, on se voyait parfois à Pisa quand nous on venait pour les interviews.
Alors, comment vous vous sentez quand vous allez chez vous à la maison après les fiascos que vous êtes en train de créer? Pensez ne serait-ce qu'aux dernières paroles qu'il vous donne sur son lit de l'hôpital. Quand il dit, je me bats contre la mort, mais poursuivez le combat, battez-vous. C'était pas pour les coups de poing que vous êtes en train de faire là. C'était pour que le parti combat grandisse. Démocratique. Oui. Voilà. Donc, moi, je suis convaincu. Je ne suis pas prophète, mais je suis convaincu que ça sera difficile. Lisons les poursuites des uns et des autres. Dès lors que même à l'appel au rassemblement du ministre qui gère les partis politiques, le ministre Mboulou, même l'appel du ministre Mboulou a été boycotté par un con. Même le travail fait par les médiateurs a été en réalité multiplié par... Oh non, plus personne ne parle. Est-ce qu'ils ont des agendas cachés? Nous qui organisons le congrès avec les Bazabios et autres ne se réfèrent pas à la facilitation. Les autres aussi qui résistent ne se réfèrent plus. Donc, on se réfère à la facilitation. Donc, aujourd'hui, si les gens se référeraient à la facilitation, on n'aurait pas vécu les déclarations, les contre-déclarations qui se succèdent en quelques jours. Donc, c'est pour dire, madame, que moi, je suis convaincu, je ne suis pas fataliste, mais je suis convaincu que l'UDH ne retrouvera plus jamais ses lettres de noblesse avec ses hommes. Oui, allez-y. Je voudrais vous dire que oui, allez-y. J'étais sur cette correspondance. Oui. Effectivement, comme venait de le dire Monsieur Edimi, le corps n'était même pas à la morgue à ce moment-là, le 21 septembre. Badiabio, toujours Badiabio, 21 septembre 2021, il met en mission Malanda Gaston pour aller sillonner, ils disent, les villes, les départements, pour recueillir des signatures des membres, les signatures des membres du Conseil national, afin que se tienne une convention où il sera élu président. Pour choisir un président avant même qu'on enterre le président. Avant l'inhumation. Avant l'inhumation. C'est ce qu'il venait de révéler ici. La correspondance est là. Et Ngouanou est surpris de ce qui se passe. Il a tout fait, il a échoué. Et quand il a échoué, il est revenu. Voilà pourquoi je disais que tout ce qu'il fait là, il va revenir. Voilà ce qu'il dit. Il va revenir à quoi? Il va nous rejoindre. Vous lesquels? Nous qui comment tu les appelles? Nous les légalistes. Mais le dissident, c'est celui qui ne veut même pas écouter le ministre. Le ministre de tutelle te dit, on annule le congrès. Moi, je vous fais comprendre ceci. Dans le parti, ce n'est pas tant la voix du ministre qui porte. C'est la voix de la base. C'est la voix de militants. C'est les textes qui parlent. Là, vous voyez? Alors, que disent les textes? Que dit la base? Dès lors que depuis que Badiabio élu, selon vous, dans un pseudo-congrès, est-ce qu'il a le soutien constitutif? Bon. Mais voilà. Ça, c'est selon vous. Selon vous. Maintenant, et que aujourd'hui, la base reste calme. Sauf les députés et les conseillers qui ont tenu une déclaration. Est-ce qu'on ne peut pas dire que fait des reportages chez nous. Aujourd'hui, quand tu passes dans tous les quartiers, tous les options du Brazzaville, tout le monde n'est pas pour Badiabio, hein. Tout le monde n'est pas pour Badiabio. Même Jésus n'avait pas tout le monde. Mais effectivement, le gros est avec nous. Même si Jésus n'a pas tout le monde, mais nous avons le gros du monde. Et il le sait. Quand je me lève, je dis, levez-vous, il se lève, hein. Nous avons la base. Je vous le confirme. Je vous le confirme. Mais quelle sera et je voulais vous dire, et je voulais vous dire par la suite. La suite. Quand je vous disais qu'il reviendra, parce qu'il a déjà fait ce coup-là. Hein, un tour, il y avait Diatam Pissa. Et après, il est revenu. Et il a dit, voici son discours. Voici son discours quand il est revenu. Bon, enfin, ici, il a dit, prenons des leçons, tirons des leçons sur les erreurs passées. Et je rejoins, il n'y a pas à jouer au triomphalisme. Donc, il nous a rejoint après qu'il ait lâché Diatta. Donc, c'est une preuve qu'il reviendra.
après qu'il est lâché. Qu'est-ce qui vous garantit qu'il va revenir? Mais actuellement, il est président de il n'y a pas de base. Vous savez, moi, j'ai plutôt horreur de limiter aux affirmations d'une partie. Voilà pourquoi j'aurais souhaité qu'on ait aussi. Mais j'espère que le plateau, Ernest Dimi, je vous arrête pas, le plateau reste ouvert. Oui. Je pense que prochainement on va organiser un plateau avec les deux camps. Le camp de Joseph Badiabo, aujourd'hui qui est à la tête du parti. Non. Et votre camp aussi qui contestait son élection. Oui, les deux camps pour avoir la vraie version. Voilà. Donc aujourd'hui, en résumé, ce que je retiens. Non. Je sais pas pour quel nom il va donner à son parti. Mais c'est Yuki. Il a fait un congrès constitutif. Voilà, madame. Oui. Vous avez là donc des preuves qui montrent que Lydia Yuki pourra suivre son créateur dans la tombe. Parce que quand vous avez des gens... On tend lentement vers la chute de ce parti. Les ingrédients sont déjà là. Madame. Cette crise interne. Vous étiez peut-être trop jeune. Vous avez connu les partis qu'on a appelés à l'époque l'urne. L'urne, oui. L'Union pour le redressement national. C'était pour Gabriel Bokilo. Quand il est mort, on ne sait plus ce que le parti est devenu. Vous avez connu l'UDR Mwinda. De feu André Milongo. On en parle. Mais pourquoi les partis politiques congolais ne survivent pas après le décès du président fondateur? Qu'est-ce qui se passe? Survivent difficilement. Mais pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Et ce qui se passe à Lydia Yuki n'est pas une exclusivité, hein. Mais sauf que là-bas, ça prend trop du temps, de 2021 à 2024. Calculer les années. C'est trop. Vous voyez, on aurait soit surpassé le conflit et tenir le parti, on se discute en interne. Nous voyons ce qui s'est passé aussi à l'UPADS, avec toutes les conséquences qu'on voit. Des gens à Pointe-Noire, une tendance à créer et avec les conséquences où ceux qui ont été vus là-bas, qui travaillent avec Honoré Saï, ont perdu leur poste. Donc, c'est pour dire que c'est pas une affaire exclusive à Lydia Yuki, mais sauf que là-bas, ça perdure. C'est le dénominateur commun des partis politiques au Congo? Non, mais c'est parce que les gens viennent pour la politique et business, madame. Les gens viennent avec les calculs. Quelle idée? Quelle idée? Demande aux gens qui se battent là, s'ils ont en tête, en mémoire, l'article 1er des statuts de Lydia Yuki. Quand ils ont en tête l'article 10 du règlement intérieur. Vous voyez? Les partis relèvent du privé, c'est des entreprises privées. Les partis politiques. De leurs fondateurs? Non, du secteur privé. En fait, pas du secteur privé comme tel, mais c'est des initiatives privées. Oui. Ce n'est pas l'État. Maintenant, c'est des entreprises pour la conquête du pouvoir. Après, ça devient des biens publics. C'est des biens publics pour les gens qui adhèrent. Oui. Vous voyez? Mais quand vous venez dans un parti avec les idées de l'argent, sans comprendre l'idéologie, sans comprendre... Voilà pourquoi vous avez au Congo des partis qui n'auront jamais de candidat à la présidentielle parce que ces partis n'ont pas de compréhension réelle de la politique, du moins les animateurs. Mais comment aujourd'hui on qualifie il a le soutien, Joseph Badiabio aujourd'hui, le soutien de une partie, mais contester les élus locaux nationaux et la base, on ne sait pas, pour évaluer. Il faut dire que si on prend les 7 députés, aujourd'hui, pour nous qui avons couvert la grande activité du 8 au siège d'Ampissa, alors sur 7 députés, moi j'ai compté, je crois, 5 qui ne sont pas avec Mbouanou. Bon, pas avec Mbouanou, le monsieur Badiabio. Alors, c'est déjà compliqué. Mais lui, il a une explication à ça, parce que quand il a réagi à ma publication, il a dit qu'il y a des choses que les dissidents vous cachent. Les dissidents, c'est l'autre camp. Non, les dissidents, c'est lui. Mais moi, je voudrais juste expliquer, parce que lui, dans cette histoire, il n'est pas neutre.
Je voudrais expliquer, c'est pour dire qu'il dit que il y a des choses qui ne vous expliquent pas, c'est parce qu'il y a là-bas les députés qui doivent au parti, qui n'ont jamais cotisé. Et leur dette s'élève à 18, 15, 13 millions. Ces députés-là. Ils créent de l'agitation parce que ils ne voudraient pas payer cet argent qu'ils doivent au parti. Madame, je crois que On va vous accorder la parole tout à l'heure. Ensuite, il a dit mais en tant que journaliste ne fait que rapporter ce que Joseph Badiabo lui a dit. C'est lui en ligne, je l'ai publié. Il a dit que lui, il est le Malonga Makongo. Malela. Ah, Malela Makongo. C'est-à-dire le successeur désigné, le continuateur voulu par les fondateurs, et il prétend avoir des audios dans lesquels le président Kolela le lui avait dit, parce que de son vivant, il se serait déjà même éloigné de certains qui aujourd'hui se tapent la poitrine en se présentant comme digne continuateur de l'œuvre de Parfait. Donc voilà autant de leçons qui font croire qu'il y a trop d'écart entre les différentes tendances. Et il faut aussi relever un fait. C'est que vous avez comme des gens qui sont dans une pirogue. D'un côté, vous les voyez avec Ngouanou au Congrès au départ. Après, quand ils voient que la situation ne tient plus, alors vous les voyez maintenant soutenir l'autre côté. Maintenant, le grand problème, c'est que pour que le parti redevienne fort, il faut que Badiabo ne soit pas triomphaliste. Et il faut aussi que les dissidents, ben oui, les dissidents, comme il est dit, ne soient pas trop exigeants. Merci. Le problème, c'est de trouver, voire privilégier les intérêts généraux du parti. Oui, on est pratiquement à la fin. Allez-y. Ouais, ah non. Oui. Nous, à notre niveau, l'UDH tient son congrès fin du mois de janvier ou début février. Mais que dites-vous? C'est vrai que vous dites que, mais il y a une crise qui est là, il y a un président, c'est vrai qu'il y a un congrès qui s'est tenu, ce sont les faits sont là. C'est vrai que vous êtes en train de nier, rien ne s'est passé, mais voilà. Je reprends ce que je veux dire. L'UDH qui tient son congrès à la fin du mois de janvier ou au début février. C'est vrai que vous êtes en fédéral. Je vous l'ai dit. Vous niez donc l'existence de cette crise. Je dis très bien. Les tendances qui se sont créées. Il a toujours créé des crises. Il a toujours créé des crises. Il est toujours revenu à la raison. Madame. Mais est-ce que vous pensez que cette position, vous campez sur votre position, est-ce que ça résout le problème du parti? Ça ne met pas mal encore votre parti politique? Je vous répète, madame. Il en a déjà fait. Il est revenu. Il en a fait. Maintenant, là, il reviendra. Alors, madame. Oui. Ils sont en train de rédiger et de signer l'acte de décès de l'UDH Yuki, dans les postures qu'ils adoptent, les uns des autres. Parce que quand vous êtes dans une histoire où chacun tient de son côté, personne ne veut aller vers l'autre, chacun c'est quoi? Non, il y a le facilitateur. Mais les facilitateurs, qui les écoutent encore? Quand même, vous les écoutez pas. Vous les écoutez pas. Quand même, vous n'écoutez pas les ministres. Nous suivons ce que le ministre a dit. Alors. Rassemblez-vous autour du facilitateur. Regroupez-vous. Poursuivez les travaux du Congrès. Combien de l'UDH Yuki? Il y aura plus de l'UDH Yuki si ça va comme ça. La rédaction de l'acte de décès de l'UDH Yuki. C'est par leur attitude. Non. Les deux camps? Les deux camps. Oui. Les deux tendances. Et la signature? C'est tout celui qui a désobéi au ministre. On espère, oui. Merci beaucoup, Monsieur Massengo. On espère lors du prochain plateau vous avoir et l'autre camp aussi pour les explications. Merci beaucoup, Ernest Dimi, pour votre participation. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci à la réalisation. On se retrouve très prochainement pour un nouveau plateau du Talk. Au revoir.